Obtenir un financement peut te sembler un parcours du combattant, sauf si tu connais les bonnes stratégies. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 étapes très simples qui vont te garantir d'obtenir ton financement. Ça a déjà permis à des dizaines d'entrepreneurs d'obtenir leur financement. Donc, si tu as envie aussi d'en faire partie, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y aura plein d'informations super importantes pour toi. Il va y avoir exactement 5 étapes très simples à respecter pour obtenir ton financement. Je t'invite à rester dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que dans ces 5 étapes, tu vas te rendre compte que tu vas gagner beaucoup de temps, beaucoup d'argent et surtout que ça va te simplifier largement la vie. Ensuite, je vais t'apprendre une méthode qui va te permettre de monter un dossier qui sera clair et percutant. Tout ça pour que tu transformes le processus qui est dans ta tête aujourd'hui incompréhensible en 5 étapes très simples. Commençons par le début. Première étape, il va falloir que tu collectes les informations. Quand je dis collecte les informations, c'est il va falloir que tu fasses une étude de marché. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux lancer comme produit ou comme service. On va prendre un exemple. Disons que tu sois une coiffeuse. En tant que coiffeuse, il va falloir que tu puisses regarder dans ta zone géographique, est-ce qu'il y a aujourd'hui de la demande? Est-ce qu'il y a aussi des concurrents? Est-ce qu'aujourd'hui tu vas venir avec quelque chose de différenciant? Si c'est le cas, à ce moment-là, oui, si dans ton âme et conscience tu penses qu'il y a la place, il y a la place. Aujourd'hui, moi je fonctionne beaucoup comme ça, c'est à l'intuition. Alors, tout le monde voit son intuition où il veut, mais je vous promets, moi je fais jamais de grosses études de marché. En tout cas, ça dépend des activités, mais je fais jamais de grosses études de marché parce que c'est aussi à l'intuition. Si je sens que dans ma ville, je peux ouvrir mon salon de coiffure parce que j'ai des clients qui vont me suivre, parce que je sens qu'il y a de la demande, parce que tous les autres salons de coiffure, c'est une semaine, 2 semaines de prise de rendez-vous, à ce moment-là, oui, j'y vais parce que je sais qu'il y a de la place. Bref, ensuite, il va falloir que tu puisses déterminer si tu es la personne clé. Tout pareil. On va rester dans l'exemple de la coiffeuse. Si toutefois tu as travaillé depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans dans un salon de coiffure et qu'aujourd'hui tu te dis c'est bon, j'ai assez bossé, je veux devenir indépendante, fin d'un patron, à ce moment-là, effectivement, tu es la bonne personne d'un point de vue compétence. Maintenant, d'un point de vue plus personnel, il va falloir aussi que tu puisses te rendre compte et mettre en valeur le fait que c'est le bon moment de ta vie pour toi d'entreprendre et de devenir indépendante. Peut-être que tu n'as plus d'enfants en bas âge, peut-être aujourd'hui que tu as un confort de vie, que tu es devenu propriétaire ou peu importe. Si aujourd'hui tu te sens que tu es prêt à te lancer dans le projet, il va falloir faire l'adéquation entre le momentum professionnel et le momentum personnel. Donc là, on a parlé de deux choses. Numéro un, voir si dans ta zone géographique de chalandise, on appelle ça comme ça, c'est le bon moment. Et ensuite, on va voir si tu es la personne clé pour lancer ce projet. Donc, c'est les deux choses qui sont super importantes. Et pour finir, il va falloir que tu détermines combien de chiffre d'affaires tu es capable de réaliser. Pourquoi? Parce que c'est de là que vont découler le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, ça va être le chiffre d'affaires que tu vas créer, moins les différentes charges, charges loyer, électricité, shampoing, condensateur, couleur, bref, tout ça, pour déterminer si à la fin de tout ça, tu as au moins 1 euro. Si tu as au moins 1 euro, boum, tu es déjà en bénéfice. Mais l'idée, c'est le seuil de rentabilité, c'est déjà être à zéro. Donc là, on parle d'opération blanche ou de seuil de rentabilité, voilà. L'idée maintenant, c'est d'arriver sur la deuxième partie. Une fois que tu as fait ça, on va aller sur la partie rédaction de dossier. Et là, on parle vraiment de rédaction de dossier, on ne parle pas encore de business plan. Et ça, on va arriver sur le troisième point. Pour rester sur le deuxième point, il va falloir que tu crées un dossier qui soit structuré, professionnel et surtout captivant. Pour pouvoir réussir à faire ça, il existe pléthore de dossiers sur Internet qui te permettent de le faire. Donc, je t'invite à taper juste business plan sur Internet et de commencer à compléter. Mais en utilisant des modèles, tu t'assures au moins que ça soit structuré et professionnel. Ensuite, dans ces business plans, en fonction, je t'invite à prendre des modèles dans lesquels on retrouve beaucoup de graphismes, beaucoup d'éléments visuels, parce que lire des documents et des documents remplis de pavés et de textes, c'est pas toujours évident. Et je t'avoue, en vrai, lire des pavés, c'est pas ce que les gens préfèrent faire, c'est pas ce que les banquiers préfèrent, c'est pas ce que les financiers aiment faire. Petit tip si tu veux pour toi, si tu aimes écrire des pavés, je t'invite à écrire tes pavés, mais à passer par ChatGPT par exemple, pour pouvoir réduire ces pavés en un petit paragraphe qui sera synthétique et qui dira ce que tu as besoin qu'il dise. Mais vraiment, je t'invite à faire le plus court. Alors le plus court, c'est pas une phrase non plus, hein, mais c'est d'aller vers quelque chose de synthétique parce que
les financeurs ou les gens en général n'aiment pas lire. Et on n'a pas besoin de lire un projet, on a besoin de comprendre, de ressentir un projet. Donc voilà ce que je peux te dire en deuxième étape. Sur la partie 3, on va avancer maintenant sur le business plan et de manière plus concrète. Pourquoi je fais une différence entre le dossier et le business plan? C'est que le dossier, tu mettais en avant ta zone de chalandise, pourquoi tu es la personne clé, d'où ça sort la genèse de ton projet, etc. Et du coup, maintenant, on va plus rentrer dans le dur du dossier. Le dur du dossier, c'est ce qu'on appelle le modèle économique. Le modèle économique, c'est ce qui va déterminer comment tu vas générer ce chiffre d'affaires. Comment tu vas t'assurer, toujours pour rester dans l'exemple de la coiffeuse, comment tu vas t'assurer d'avoir des femmes ou des hommes qui vont rentrer dans ton salon de coiffure pour se faire coiffer, pour faire des couleurs, pour faire des shampoings, pour faire des coupes, pour faire X, Y, Z. Comment tu vas faire? Est-ce que tu vas passer par les réseaux sociaux? Est-ce que tu as déjà une base aujourd'hui de personnes qui vont te suivre? Est-ce que tu vas prospecter? Est-ce que tu vas faire des partenariats? Est-ce que, peu importe. Et c'est là qu'on va parler de modèle économique. Comment tu fais pour générer le chiffre d'affaires que tu as en tête? Ensuite, on veut savoir aussi combien de personnes vont venir. Donc, on veut savoir comment ils vont venir et combien vont venir. C'est les deux choses qui vont être déterminantes. Ensuite, je t'invite à ce que cette démonstration soit claire parce qu'on a besoin de savoir comment tu vas constituer ce chiffre d'affaires de manière claire et surtout de manière réaliste. Parce que souvent, lorsque tu es entrepreneur, tu veux faire quelque chose de super ambitieux. Tu veux dire que je vais gagner 200 000, 300 000, 400 000, 1 million d'euros. Et c'est super. Et c'est tout ce que je te souhaite. Mais pour le coup, il va falloir que tu sois réaliste. Parce que si tu montes des chiffres, et je te le dis comme je le pense, extravagants ou qui ne sont pas réalistes, directement, tu vas te faire pousser à l'extérieur par la banque, par les financeurs, parce que ce que tu dis, c'est de la fumisterie, c'est impossible. Alors tu peux être convaincu de certaines choses, mais effectivement, vaut mieux prendre des chiffres pessimistes et surtout, petit tips à nouveau, je t'invite à prendre des chiffres qui te permettent juste d'être à l'équilibre ou juste de gagner 5 000, 10 000 euros de bénéfices une fois que tes revenus, tes salaires sont déduits. Ils n'aiment pas que tu puisses générer trop de chiffre d'affaires, trop de bénéfices. Et aussi, bon, c'est un petit peu la raison, c'est que si on pouvait générer 100 000, 200 000, 300 000 euros de bénéfices comme ça en claquant des doigts dès la première année, mais tout le monde l'aurait fait et en l'occurrence, c'est pas le cas. Et du coup, ils se basent sur ça pour dire que toi aussi, tu vas pas le faire. Donc, en réalité, c'est ça qui se trouve derrière cette explication. Ensuite, il va falloir que tu parles de stratégie de développement. En quoi ton activité va progresser de 5, 10, 20% sur la première, deuxième, troisième, cinquième, jusqu'à la 10e année. Après, toutes les activités n'ont pas une progression. Donc, je t'invite vraiment à prendre en compte le fait que si tu ouvres une boulangerie, tu ne vas pas avoir une progression de 10% tous les ans. Clairement, il y a un moment donné où ton chiffre d'affaires va se stabiliser et quand il se stabilise, il se stabilise. OK? Donc, il va falloir que tu montes ces trois choses-là. Comment tu vas faire venir des gens? Combien de personnes vont venir? Quel chiffre d'affaires ça va te générer? Et ça, je te le redis de manière pessimiste. Et pour finir, quelle va être la croissance? Donc ça, c'était le troisième point. Maintenant, on va avancer sur le quatrième point. Le quatrième point, c'est s'entourer des bonnes personnes. Pour t'entourer des bonnes personnes, je vais te dire quelque chose de simple. Va voir un expert comptable. L'expert comptable, ça va être ton meilleur allié. Ton meilleur allié pour aller défendre ton opinion auprès de la banque. Pourquoi? Parce que lui va venir challenger tes hypothèses financières. Il va voir ce que tu as mis en termes de charges. Il va peut-être te faire penser à des charges que tu n'as pas pensé aujourd'hui. Il va aussi challenger ton chiffre d'affaires. Il va te demander de lui décomposer comment tu vas générer ce chiffre d'affaires. Et lui, c'est un expert comptable. Du coup, il travaille avec beaucoup de professionnels et sûrement des professionnels qui font la même activité que toi. Il va pouvoir te dire de manière réaliste si d'autres qui font la même chose que toi arrivent à générer la même chose ou quelque chose de similaire à ce que tu as mis dans ton prévisionnel. Si tu es loin vers le bas ou loin vers le haut, loin vers le bas, ça va être nul et loin vers le haut, ça ne va pas être réaliste. Donc, c'est bien d'avoir son opinion parce qu'il va pouvoir te donner un élément concret et surtout va pouvoir attester auprès des banques que ce que tu démontres comme chiffre, tu seras capable de le faire. Donc, l'expert comptable, c'est vraiment un bon allié. Ensuite, tu peux aller voir un avocat en fonction des différents contrats que tu as à faire. Bon, je ne sais pas c'est quoi ton activité, mais des fois, l'avocat aussi est le bon interlocuteur. Tu peux aller voir un architecte, tu peux voir un géomètre. Bref, il y a plein de gens à aller voir, mais je t'invite à t'entourer le plus tôt possible de ressources de qualité
Parce que numéro un, tu vas pouvoir compter sur leur expertise et numéro 2, tu vas commencer à constituer ton réseau professionnel. Parce que ça, c'est aussi quelque chose de super important. Le réseau professionnel, c'est la base de l'entrepreneuriat. Selon moi, il n'y a rien de plus puissant que son réseau professionnel. Maintenant, il y a autre chose qui va rentrer en ligne de compte, c'est tout ce qui est organisme de financement et organisme de cautionnement. Donc là, on va parler de Initiative France, on va parler de BPI, on va parler de France Active, de Réseau Entreprendre et il y a pléthore d'autres organismes qui peuvent t'aider à lancer ta boîte, à trouver du financement pour ta boîte, à venir garantir ta boîte, à trouver différentes choses pour ta boîte, pour le financement de ta boîte et même d'un point de vue accompagnement entrepreneur. Et ça, je vais citer Réseau Entreprendre, qui est un réseau super par rapport à ça, qui ont un super taux d'accompagnement. Il est déterminé dans les chiffres de Réseau Entreprendre que 80% des entrepreneurs qu'ils accompagnent pérennisent leur activité à plus de 3 ans. C'est quand même super efficace parce qu'ils ont mis en place un système de tutorat qui va te permettre de reposer sur des entrepreneurs d'expérience. De manière, c'est une association d'entrepreneurs. C'est pas un organisme avec des gens comme ça. C'est que des entrepreneurs qui sont là. Et du coup, ça, c'est vraiment, vraiment formidable parce qu'ils vont te pousser à toujours donner le meilleur de toi-même et surtout avec des vrais conseils d'experts. Donc, je t'invite vraiment à le faire et à constituer ton réseau le plus rapidement possible. Et pour finir, la cinquième étape, qui est l'étape la plus logique, ce sera présenter ton dossier à un banquier. Du coup, pour présenter ton dossier à un banquier, il va falloir que tu fasses quelque chose de primordial. Il va falloir que tu te prépares. Il est essentiel que tu te prépares. Je vais le répéter, le ré-répéter, le ré-répéter. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la possibilité de faire 2 fois bonne impression. Du coup, si tu viens pas préparé, le banquier pourrait ne trouver ton projet ou toi, parce qu'en l'occurrence, quand tu vas présenter ton dossier à un banquier, il y a 2 choses qui sont examinées. Ton dossier et toi. Du coup, si tu fais mauvaise impression, ton dossier qui pouvait être super intéressant, malheureusement, sera pas accepté ou sera pas validé ou va laisser mauvaise impression au banquier. Et à ce moment-là, tu vas pédaler pour pouvoir revenir dans sa confiance et lui démontrer que tu es l'entrepreneur qu'il faut et que ton projet vaut le coup. Donc vraiment, fais attention et prépare-toi. Ensuite, comme je te disais, il va falloir que tu lui présentes un dossier qui soit clair, qui soit attractif et que tu connais. Donc souvent, lorsqu'on est entrepreneur, on délègue un petit peu la partie prévisionnelle et des fois le business plan à l'expert comptable. Je t'invite à, même si tu es dans cette situation-là, à faire attention à bien connaître ton dossier pour pouvoir être suffisamment éclairé et connaisseur pour le présenter comme il faut. Donc ça, c'est ce que je voulais te donner. Donc les 5 étapes, on va revenir. La première étape, ça va être collecter les différentes informations clés. La deuxième étape, ça va être commencer à rédiger ton dossier pour qu'il soit clair. Donc trouver les modèles sur Internet pour que ton dossier soit clair. Troisième étape, ça sera rédiger du coup le business plan. Quatrième étape, ça va être trouver les ressources dont tu as besoin pour que ton dossier soit vu par des experts et commencer à créer ton réseau. Et numéro 5, présenter ton dossier à un banquier, mais surtout te préparer à le faire et venir d'un point de vue aussi professionnel. Il y a beaucoup de personnes qui veulent venir sur leur 31 en costume devant le banquier. C'est mon invitation pour vous. Ne faites surtout pas ça. Ne venez pas sur votre 31 devant un banquier. C'est pas ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est qu'il veut voir quelqu'un qui soit vrai, quelqu'un qui soit authentique et quelqu'un qui vient défendre son dossier. Je ne vous demande pas de devenir le plus grand financier de l'histoire. Vous n'êtes pas financier. Là, dans l'occurrence, vous êtes coiffeuse ou vous êtes garagiste ou peu importe. Mais l'idée, c'est que vous venez comme vous êtes, mais vous connaissez votre dossier et vous connaissez surtout votre expertise et vous savez que vous êtes l'homme ou la femme de la situation. Donc, c'est ce que je vous invite à faire. Maintenant, je vais vous parler des erreurs fatales à ne pas commettre si vous voulez que votre dossier puisse voir le jour. Numéro 1, on n'en a pas parlé, il ne faut pas sous-estimer vos besoins financiers. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas demander à la banque le montant dont ils ont besoin. Pourquoi? Parce qu'ils disent oui, mais si toutefois il ne permet pas, au moins j'aurai ce que j'ai besoin. Vaut mieux demander pas assez et comme ça, au moins j'ai ce que je... Non, oublie ça. Si tu as besoin, tu dis idéalement ce que tu veux pour que ton business tourne bien. Pour demain ne pas avoir de regrets. Ah ouais, mais si seulement j'avais eu l'ordinateur que je voulais, ou la coiffeuse que je voulais, ou le siège, ou le casque, peu importe, je ne sais pas ce que tu as besoin, mais demande exactement ce que tu as besoin pour développer l'activité que tu veux de la meilleure
manière. Et c'est surtout, ça va apporter de la crédibilité à ton discours et surtout à toi-même parce que tu vas être, alors, même si c'est inconscient, tu vas être soulagé et satisfait de dire j'ai exactement tout ce qu'il me faut pour me lancer et pour être serein. J'ai besoin d'un community manager, c'est bon. J'ai besoin d'un expert comptable, c'est bon. J'ai besoin d'un véhicule, j'ai besoin de tel matériel, j'ai tout ce qu'il me faut. Aujourd'hui, il n'y a rien qui m'empêche de me lancer parce que je suis serein. Donc ne sous-estime pas ton dossier, demande exactement ce dont tu as besoin. Ensuite, je vais te demander, toujours dans cette quête de préparation, d'anticiper les questions difficiles. Et là, du coup, je te demande de faire des role-play. Un role-play, c'est quoi? Va voir déjà ton compagnon, ta compagne, va voir ton meilleur ami, va voir des gens bien relous. En vrai, va voir des gens bien relous et pitch-leur ton dossier. Pourquoi? Pour qu'ils puissent te poser des questions tout aussi reloues qu'eux, mais qui va te permettre de te préparer pour le banquier. Alors, je le dis, les banquiers ne sont pas là pour piéger, les financeurs ne sont pas là pour piéger, les investisseurs ne sont pas là pour piéger. Par contre, ils sont là pour te challenger, pour voir si tu es vraiment l'homme ou la femme de la situation. Tout à l'heure, on parlait du parcours du combattant, c'est un petit peu ça. Aujourd'hui, on a besoin de savoir si, hors du champ d'entraînement, tu es bien le soldat qu'il faut pour mener cette mission à bien. Je profite pour te le dire, le banquier, les financeurs, les investisseurs ne sont pas là pour te piéger. Par contre, ils sont là pour te challenger, pour savoir si tu es la personne clé pour ce dossier et comment tu vas t'en sortir en cas de difficulté. Le but de te challenger, c'est ça. Tout à l'heure, on en parlait quand j'introduisais en disant parcours du combattant. Ben là, on est vraiment face à un combat. On a besoin de voir si tu seras le soldat qui va pouvoir mener la mission à bien. Donc, te challenger, ça va être un petit peu te pousser dans tes retranchements pour savoir ce que tu connais, comment tu réagis dans la pression et voir qui tu es en réalité derrière ce masque ou derrière cette préparation que tu as. Parce que souvent, on arrive avec un masque de oui, tout va bien, je suis merveilleux. On a besoin de challenger ça pour savoir vraiment ce qu'il y a derrière. Donc, ne le prends pas mal, mais si tu te prépares en amont avec quelqu'un de bien relou, je te promets qu'arriver devant le banquier, parce qu'ils sont en réalité beaucoup plus gentils, tu vas voir que ça va se passer très très bien. Ok? Ensuite, dans la même idée, tout à l'heure, je te parlais de ne pas sous-estimer ton projet, mais il ne faut pas aussi le surestimer. On va pas demander 50 000 euros pour de la pub, 100 000 euros parce que je sais pas trop. Bon, si tu es passé par un expert comptable, en principe, tu n'es pas censé arriver à là. Donc voilà. Ensuite, j'ai dit sous-estimer, j'ai dit surestimer. Par contre, et là, je dis bien par contre, il va falloir que tu puisses mettre une petite marge de sécurité parce qu'il y a toujours des impondérables, des imprévus. C'est comme si aujourd'hui, je te disais d'aller demander 150 000 euros pour faire construire ta maison. Clairement, on ne va pas demander 150 000 euros. Demande 160, 170 000 parce qu'on sait très bien qu'en cas de construction de maison, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des aléas. Ben, l'entrepreneuriat, dis-toi que c'est pas plus facile. Donc, tu vas tout aussi galérer. Il va y avoir des imprévus, il va y avoir des aléas. C'est juste que si tu as prévu en amont d'avoir une marge de sécurité, et ben cette marge de sécurité va pouvoir faire tampon. Et si toutefois, il n'y a pas eu d'aléas, bénéf, tu as une marge de sécurité qui va te permettre de développer des opportunités que tu n'aurais pas pu saisir différemment. Donc, voilà ce que je voulais te dire. Ensuite, on a parlé des erreurs à éviter. Je vais te parler maintenant des astuces. Des astuces qui sont importantes pour toi, ça va être de préparer un plan B et voire un plan C. Pas parce que tu ne crois pas à ton plan A, simplement parce qu'en préparant un plan B et un plan C, tu mets ton état d'esprit dans le cas de si toutefois il y a un aléa, si toutefois il y a un problème, j'ai des backups. Et aujourd'hui, c'est aussi ce que les banquiers, les financiers, les investisseurs ont besoin de voir. C'est, OK, si toutefois ça se passe mal, qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes, tu jettes l'éponge. Ah non, sûr que non, j'abandonne pas. Il y a ça que je vais faire sinon, et il y a ça que je vais faire sinon, il y a ça que je vais faire. Alors, j'ai pas tout mis dans le business plan, mais ah non, mais de toute manière, je vais jamais lâcher. Et c'est ça aussi qu'on a besoin de voir. Alors, pas nécessairement dans le dossier, mais là, plus dans ta posture, dans la manière dont tu vas réagir et interagir avec ton interlocuteur. Ça, c'est super important. Petite astuce, ça va être de jouer la proximité avec le banquier. Pourquoi? Alors, c'est une astuce, mais aussi la vérité. Un banquier, tu vas t'inscrire dans le temps avec lui. Un banquier, c'est aussi un opérateur avec lequel tu vas travailler régulièrement. Bon nombre de mes clients, bon nombre
des personnes que je connais vont boire des verres, vont au restaurant avec leur banquier. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un avec qui on travaille au quotidien, qui nous aide, qui nous permet de nous sortir de certaines situations des fois, qui nous donne de bons conseils. Donc effectivement, il y a vraiment quelque chose de super à trouver le bon interlocuteur. Donc ça, c'est vraiment une astuce vraiment, vraiment pertinent à prendre en compte. Lorsque vous allez aller voir les banquiers, trouvez quelqu'un avec qui vous avez de l'affinité et surtout quelqu'un avec qui vous pouvez parler et qui peut comprendre vos besoins. Donc voilà ce que je voulais vous partager durant cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner, mettre la cloche pour recevoir toutes les autres vidéos qui vont venir dans lesquelles je vais vous partager un max de conseils. Je vous invite aussi à aller voir une vidéo que j'ai tournée qui s'appelle 4 règles financières qui m'ont permis de passer de la galère à la stabilité. Petit conseil pour vous, si vous ne vous sentez pas capable d'aller chercher ce financement seul, je vous invite à me contacter. N'hésitez pas, je suis quelqu'un de très accessible. Prenez rendez-vous dans mon Calendly, le lien est dans la description. Vous prenez rendez-vous, on échange ensemble. C'est un rendez-vous totalement gratuit, il dure une demi-heure. Ça va nous permettre d'échanger sur votre dossier, voir si je suis en capacité à vous aider à le concrétiser et si c'est le cas, ça me fera énormément plaisir de vous accompagner. D'ici là, à très bientôt.